Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers. Bienvenue à cette 5e semaine du cours de développement web. Dans cette 5e semaine, nous allons voir 3 parties. On fait vraiment un petit virage dans le contenu du cours. Donc, si vous regardez dans le plan de cours, à la 5e semaine, on arrive à la partie développement web frontal, qui veut dire en bon québécois front-end. Donc, il y a 3 parties au cours. La première partie, on va parler des applications web monopage, qu'on appelle communément en informatique Single Page Application, le SPA. Ensuite de ça, je vais vous présenter un petit peu le framework et Angular. Ensuite de ça, on va parler de commencer à installer et de créer un projet avec le framework Angular. Donc, ça va pour le cours d'aujourd'hui. Petit rappel, vous avez jusqu'au 2 mars pour faire corriger le TP2. Donc, TP2 qui porte sur les bases de données. Il y en a déjà quelques-uns qui m'ont fait corriger. Sinon, vous avez jusqu'au 2 mars pour faire corriger le TP2. On y va avec la partie Single Page Application, c'est-à-dire, je vais vous faire une petite démonstration d'un bout de code que je vous fournis dans les notes de cours qui va démontrer c'est quoi une Single Page Application, c'est-à-dire une application web monopage, une page qui se rafraîchit régulièrement pour voir le contenu. On y va avec la première partie. On va voir un squelette. Oui, un squelette, c'est-à-dire le squelette d'un site web que j'ai fait pour vous expliquer comment, en 2020, une page d'accueil, ensuite le contenu d'un site web devrait fonctionner. J'ai vraiment réduit au minimum le contenu d'un mini site web que j'ai fait pour essayer de vous faire comprendre le principe d'une page d'accueil qui va se recharger pour afficher son contenu. Donc, c'est vraiment là, c'est pour ça que je l'appelle la page squelette, parce que je l'ai réduit au minimum pour vous aider à comprendre le principe de rappeler une page web sur elle-même en passant des paramètres pour faire en sorte qu'on change son contenu. Donc, si vous regardez dans les notes de cours, attends un petit peu, c'est pas le bon. Ici, vous allez avoir un dossier zippé qui s'appelle squelette.zip. OK, vous pouvez le dézipper. Vous allez voir apparaître une page index.php qu'on imagine facilement être la page d'accueil de mon site web. La page d'accueil, bien évidemment, va avoir du contenu. Donc, cette page-là va se rappeler sans cesse, en se passant des paramètres, pour indiquer à la page d'accueil quoi afficher. Donc, j'ai un dossier contenu qui va contenir différentes parties de ma page d'accueil, exemple à propos, le petit menu, la fin de ma page d'accueil, les coordonnées de l'entreprise, et dans le contenu, j'ai tout appelé mes pages différemment, e-accueil, e-achat, e-contenu et e-fait dur. C'est un petit peu une petite blague là, pour dire du contenu parce que je ne savais pas trop quoi mettre comme contenu. Donc, c'est vraiment une page squelette de base. Les gens, vous pourriez vous fier là-dessus pour concevoir la page d'accueil de votre site web puis de la façon dont elle fonctionne. J'en avais parlé avec d'autres profs du département d'informatique, puis on trouvait que c'était important en 2020 de comprendre le principe d'une page d'accueil en 2020. Au lieu d'avoir des dizaines de pages dans notre site web, on a souvent la même page d'accueil qui est rappelée sans cesse, mais avec du contenu différent à l'intérieur. Donc, c'est le principe en 2020 pour concevoir le squelette d'un site web qui est conçu de façon un peu moderne. Donc, si je vais vous faire la démonstration, je n'ai pas vraiment de notes de cours là-dessus. La meilleure façon de le comprendre, c'est de voir la démonstration. Donc, je vais retourner dans ma machine virtuelle. A few moments later. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les fichiers. On va essayer de comprendre avant ce qui va se passer. Donc, j'ai un dossier qui s'appelle squelette ici, qui est le même que dans les notes de cours. Je vais vous montrer ma page index, qui est importante à comprendre, ma page index. Donc, on va commencer par regarder la page index. Donc, je vais l'agrandir à tout l'écran. Ma page index, bon, elle commence avec du HTML. Je l'ai appelée page squelette MERS. Ensuite de ça, j'ai la fin de mon HTML. J'ai un titre pour ma compagnie, qui pourrait être mon logo, qui pourrait être un titre de la compagnie Bidon Inc. Ensuite de ça, j'ai pas mis vraiment de CSS à l'intérieur.
Il y a un petit peu de div pour différencier, mais je n'ai pas insisté sur le CSS. Ça va être à vous autres de voir si vous allez chercher, par exemple, ce qu'on appelle en anglais un template ou peut-être déjà un site web qui a déjà la partie apparence a été faite pour vous autres, une espèce de bootstrap ou quelque chose qui ressemble à ça. Vous pourriez aller chercher un template qui permet de faire le visuel de la page d'accueil. Perfect. Ensuite de ça, ben moi, je vous montre quand même mon squelette. Donc, dans mon squelette, j'ai un premier élément qui est le menu en haut. Donc, j'ai une division qui est ID menu. Idéalement, tout ce code-là ici, il devrait être dans un autre fichier qui s'appellerait, par exemple, menu.html. On fera un include de menu.html pour aller chercher le contenu du menu. Donc, ici, là, dans mon menu, j'ai tout simplement une référence à accueil, à contenu, à achat, à fait dur et à propos. Donc, on fait afficher tout simplement là, ces choses-là dans un petit menu. Ensuite, j'ai une section qui s'appelle contenu. Dans ma section contenu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un request de ce qui m'est transféré par ma page d'accueil. Donc, si jamais c'est la première fois que j'arrive sur la page d'accueil, il n'y aura pas de variable, il n'y aura rien dans le request page. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit A commercial en avant pour ne pas avoir de petites notices qui apparaissent dans ma page pour dire que l'indice est inexistant. Donc, en mettant le petit A commercial, on l'a vu dans les autres cours, ça va empêcher la petite notice ou le petit warning d'apparaître puis de mal paraître pendant ma présentation. Donc, je mets un petit A commercial parce que si c'est la première fois que j'arrive sur ma page, il n'y aura pas de contenu ici. Par contre, si c'est la deuxième fois que je clique sur ma page, je vais passer en paramètre du contenu. Donc, si là, je fais un switch case pour vérifier si, dans mon signe de $i, une variable locale que je me suis créée, s'il y a i contenu, j'appelle ma page i contenu. Puis je l'inclus à cet endroit-là. S'il y a i achat, j'appelle ma page iachat.html et je l'insère à cet endroit-là. S'il y a i fait dur, j'appelle ma page ifaiture.html et je l'insère à cet endroit-là. S'il y a i à propos, j'appelle ma page apropos.html et je l'insère à cet endroit-là. Par défaut, s'il n'y a aucun de ces éléments-là, ben, je rappelle ma page d'accueil tout simplement parce que j'arrive sur ma page d'accueil. Il n'y a pas de contenu qui a été passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette page-là, ça va toujours être la même page de base, mais qui va être rappelée sans cesse. Et je vais y passer un paramètre si je veux changer le contenu de ma page web. All right, all right, all right. Donc, à la fin ici, j'ai un petit include pour ma section coordonnées, puis j'ai un petit include pour ma section contenu, fin.html. Donc, toutes les pages que vous venez de voir là, que j'appelle, sont dans mon dossier contenu. Donc, j'ai toutes ces pages-là qui sont ici. C'est des pages vraiment, vraiment simples, comme par exemple ma page e-achat. Si on regarde ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste écrit « Rien à vendre ». Si on retourne ici, dans ma page e-contenu, j'ai marqué « Voici le contenu ». Dans ma page « Il fait dur », celui ou celle que vous pensez. Bon, c'est vraiment des niaiseries, là. Donc, évidemment, au lieu de marquer un petit texte comme ça, vous allez remplir votre page avec votre contenu selon ce que vous allez avoir cliqué. Donc, on s'en va pour la démonstration. J'espère que ça a été assez clair. J'essaie de vulgariser au possible. Donc, si on revient ici, on va aller voir la page squelette. Il suffit que je retrouve ma page squelette, la page squelette ici. Ma page squelette, c'est ma page de base. J'aurai ici, par exemple, le logo et le nom de ma compagnie en haut à gauche. C'est un classique. Avec un petit menu contenu. Le petit menu ici qui pourrait être un include. Regarde, vous avez accueil, contenu, achat, fait dur, à propos. Vous avez la partie centrale de la page qui est le contenu de la page. Là, je suis sur la page d'accueil. Ensuite de ça, j'ai les coordonnées de la personne. C'est une blague. J'ai mis les coordonnées en latitude et en longitude. Super drôle. Ensuite de ça, j'ai la fin, qui pourrait être ce qu'on voit dans le bas d'une page web. Regardez dans la barre d'adresse, j'attire votre attention sur la barre d'adresse en haut. C'est dans mon dossier squelette, j'ai la page index.php. Regardez comme il faut ma barre d'adresse en haut. Là, je vais cliquer sur, par exemple, contenu. Regardez ce qui va se passer dans ma page, puis regardez ce qui va être passé dans ma barre d'adresse en haut. Je clique sur contenu. La même page va être appelée, mais je vais y passer en paramètre e-contenu. 1, 2, 3, on y va. Regardez en haut dans ma barre d'adresse, j'ai index.php, j'ai rappelé la même page, sauf que j'y ai passé en paramètre signe de $, page égale à e-contenu.
Donc, ma page est passée dans le switch case, puis a été chercher ma page e-contenu. Voici le contenu. Je refais la même chose quand je clique sur ma page achat. Rien à vendre. Regardez dans ma barre d'adresse en haut, j'ai rappelé encore une fois la même page, sauf que j'y ai passé en paramètre, page est égale à iachat. Donc, il est rentré dans mon switch case, puis il a été chercher ma page iachat.html. Même chose pour fait dur. Je me répète, la troisième fois, celui ou celle à qui vous pensez, j'ai rappelé encore une fois ma page index.php, sauf que j'ai passé en paramètre page est égale à ifait dur. Donc, dans mon switch case, j'ai été dans switch case, signe de $i, ifait dur. Donc, j'ai été chercher le contenu de ifait dur pour mettre dans la partie contenu. Même chose pour à propos. Je passe en paramètre si j'appelle encore ma page index.php. J'y passe comme paramètre page est égale à i à propos. Et à l'intérieur de ma page, j'ai à propos, rien de spécial. Si je retourne dans mon code, pour être sûr de bien comprendre tout le monde, dans ma page index.php, en passant, par exemple, à propos, il va rentrer dans le switch case ici, il va trouver i à propos, puis il va aller chercher ma page contenu à propos.html. Si je reviens à mon navigateur, il fait apparaître le contenu à propos.html dans le contenu ici. Donc, le principe, ma page squelette, c'est que c'est une page d'accueil qui est constamment rappelée, mais en passant des paramètres. Donc, dans ma barre d'adresse en haut, ce que je fais, c'est que je rappelle constamment la page index.php, mais j'en profite ici pour passer des paramètres. Évidemment, je vous rappelle qu'il ne faut pas passer des paramètres comme des mots de passe dans la barre d'adresse ici. Donc, passer un paramètre comme i à propos, il n'y a pas d'incidence, puis ça me fait apparaître ici le contenu de i à propos.html. Donc, c'est comme ça qu'en 2020, on fait, par exemple, une page squelette qui fait en sorte que la page d'accueil va constamment être rappelée, mais le contenu à l'intérieur de la page va être différent selon ce qui a été passé comme paramètre. Donc, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Cette page squelette-là, je vous la fournis dans mes notes de cours, donc vous pouvez l'utiliser. Et puis, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour le projet final. J'ai des équipes, des fois, qui l'ont utilisé de base. Ou si vous allez chercher un template, vous inspirez de ma page squelette pour bien comprendre comment fonctionnent les templates que vous allez chercher sur Internet, les espèces de modèles que vous allez peut-être aller chercher sur Internet pour votre site Web. Souvent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont une page d'accueil qui est rappelée, dans laquelle on passe des paramètres. Bon, on est maintenant rendu à la deuxième et la troisième partie. Pour la deuxième et la troisième partie, je vous ai préparé un petit PowerPoint qui est disponible dans les notes de cours sur Léa. Donc, vous avez le petit PowerPoint sur la semaine numéro 5. Donc, je vous invite fortement à aller chercher les notes de cours, puis à vous fier un petit peu ce qu'il y a dans les notes de cours pour la suite. Donc, il y a les notes de cours, puis après ça, je vous explique l'installation puis le déploiement d'un petit projet avec Angular. Perfect. Donc, on commence avec les notes de cours. Ce qu'il y a dans les notes de cours du PowerPoint, c'est le développement web frontal, c'est-à-dire le front-end, qu'on va commencer à faire à partir de la semaine numéro 5. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était du back-end avec PHP, avec le serveur web Apache. Utilisation de composantes logicielles organisées, c'est-à-dire un framework qu'on va devoir utiliser pour la suite du cours. Ensuite de ça, application web monopage, single page. Je viens de vous faire un petit blabla là-dessus. Donc, vous avez pas mal les informations avec l'exemple squelette que je viens de vous présenter. Ensuite de ça, je vous présente Angular. Puis ensuite de ça, avec le TP3, va venir l'installation et la création d'un projet avec Angular. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Donc, on se lance dans la partie théorique de ce cours-là. Donc, développement web frontal, comme je vous disais, ce qu'on a fait depuis le début du cours, c'était la partie serveur. Donc, c'était la partie où on fait la logique avec le PHP. Ça peut être fait avec un autre langage, mais pour les besoins du cours, on a commencé à voir avec du PHP comment faire la partie logique qu'il y a derrière les pages, donc la partie qui est sur le serveur. Mais il faut aussi préparer, étant donné qu'on utilise un modèle vue contrôleur, on va utiliser ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire une organisation qui va nous permettre de faire la partie qui va s'afficher chez le client. Le client, c'est quand vous êtes sur Internet, vous allez chercher une page web, il y a quelque chose qui apparaît dans votre navigateur web. À ce moment-là, c'est le client qui doit voir l'interface et interagir avec cette interface-là. Donc, la deuxième partie, c'est la partie front-end. Perfect. Donc, si on regarde le développement
web frontal en français, qu'on appelle communément front-end. Ben, quand on parle du front-end, ben, il s'agit finalement des éléments du site que l'on voit à l'écran. C'est exactement ça que je viens de vous dire, avec lesquels on peut interagir. Exemple, des formulaires, des boutons, etc. Les éléments sont composés souvent du HTML, le fameux CSS qu'on utilise pour avoir toutes les mêmes polices de caractères, l'affichage, etc. Et il y a la partie JavaScript qui nous permet de contrôler ce qui se passe dans le navigateur avec l'utilisateur. Exemple, de faire un peu de validation, de faire changer le bouton d'apparence, des trucs comme ça. Donc ça, c'est important pour la partie front-end, la partie qu'on voit sur le navigateur. Les champs de compétences du front-end, ben, ça peut être séparé en deux. Il y a le fameux design. Donc, souvent, c'est des gens qui ne sont pas en informatique qui vont faire le design. C'est souvent des gens qui sont, par exemple, en développement, qui sont en art, des médias, qui vont travailler beaucoup sur le design, faire du Photoshop, etc., préparer la partie beauté du site web. Il y a le développement aussi qu'on va faire, nous autres, c'est-à-dire la partie HTML, CSS, puis JavaScript. Okay? Donc, le design est traditionnellement réalisé par un web designer, comme je viens de le dire, qui va faire un peu de Photoshop, de Fireworks, d'autres logiciels comme ça. En plus, ben, le web designer peut faire un petit peu d'HTML puis de CSS. Mais dans certains cas, ben, ça va être nous autres, les programmeurs informatiques, qui vont aller faire toute la logique derrière l'apparence des pages web. Donc, on va faire un petit peu plus de HTML qu'eux autres, un petit peu plus de CSS. Et dans le cadre de notre cours, on va travailler avec du JavaScript, mais ça va être un JavaScript un petit peu spécial. Je l'ai mis en jaune ici dans les notes de cours. Nom de Zeus! Auparavant, lorsqu'on parlait de développeurs, on sous-entendait développeurs back-end. La plupart du temps, c'était des gens qui faisaient la logique des if, des while, des for, etc. Maintenant, on s'aperçoit que certains web designers possèdent également des compétences en développement. Donc, quand vous allez avoir peut-être des offres d'emploi, souvent, on va spécifier on veut du back-end ou on veut du front-end. Donc, il y a des gens qui vont se spécialiser dans le back-end, puis il y a des gens qui vont se spécialiser dans le front-end. C'est pour ça que dans le cadre de nos cours, on a besoin de voir les deux. On a besoin de voir du back-end, puis on a besoin de voir un peu de front-end aussi. Donc, si on poursuit, développeur front-end, c'est une personne qui peut être issue du milieu du web design, mais ça peut être aussi un développeur informatique qui en connaît un petit peu plus sur les différents langages. Donc, on vous dit le genre de langage qu'on va utiliser, HTML, CSS, JavaScript. Oh, je l'ai mis en jaune, du TypeScript, du jQuery. Dans notre cas, on va utiliser pas mal de TypeScript. TypeScript, c'est un langage, disons, qui est au-dessus du JavaScript, qui va finir par donner comme résultat du JavaScript. Donc, on peut coder directement du JavaScript, mais on peut copier du TypeScript qui va donner comme résultat du JavaScript. Donc, le navigateur va avoir dans son code source du JavaScript, mais vous autres, comme programmeurs, vous allez devoir jouer dans des balises dans un environnement de travail avec du TypeScript. TypeScript, c'est un langage de programmation libre, open source, développé par Microsoft à la base. Donc, le TypeScript, ça a été développé par Microsoft. Le but, c'était d'améliorer, sécuriser la production de code JavaScript. La gang de développeurs chez Microsoft, ils trouvaient que c'était un peu ardu de faire beaucoup de JavaScript, écrire beaucoup de programmation. Ah, tu ne vas pas frapper un gars avec des lunettes, non? Oui, oui, tu as frappé un gars avec des lunettes. Donc, ils ont synthétisé ça d'une façon à faire un nouveau langage qu'on appelle le TypeScript, mais qui, dans le fond, va juste produire du JavaScript en bout de ligne. Maintenant, pour ceux qui prennent la vie et le travail de développeur front-end, ils ont peur que ce soit compliqué, ben, c'est au tour du développeur back-end d'intervenir avec les pages qu'on va créer avec le front-end. Donc, si on regarde la petite image qu'il y a là, c'est une petite image que j'ai trouvée sur Internet que je trouvais vraiment cool pour faire la différence entre le front-end et le back-end. Le front-end, lui, c'est lui vraiment qui va aller gérer les interfaces de l'utilisateur dans l'ordinateur. On vous met un exemple des langages qui sont utilisés pour faire apparaître le code, les images, les vidéos, les sons dans le navigateur. En dessous de l'eau, comme la pointe du iceberg, on la voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la plus grosse partie qui est en dessous de l'eau. Bien souvent, ça va être le développeur back-end. Right. Donc, dans notre cas, dans notre cours, on a fait déjà un peu de PHP, un peu de MySQL. Donc, il y a des frameworks qui s'attachent à tout ça. Puis ça, c'est enregistré souvent sur un serveur. Donc, on va utiliser le modèle vue contrôleur pour être capable de gérer tout ça ensemble. Donc, on a fait la partie un petit peu en dessous de l'eau.
Pour le reste du cours, on va travailler un petit peu sur la partie au-dessus de l'eau, donc le développeur front-end, mais on va quand même avoir besoin d'aller jouer dans des fichiers souvent, puis faire les deux, faire un petit peu de back-end aussi. La section 2. La section 2, ben, c'est l'utilisation de composantes logicielles organisées, c'est-à-dire un framework. C'est une traduction libre un petit peu que j'ai fait. Si on regarde sur Internet, en programmation informatique, un framework, on appelle ça, la traduction n'est pas évidente, il y a plein de traductions différentes, infrastructure logicielle, infrastructure de développement, environnement de développement, ça je l'aime bien, socle d'application, cadre d'application ou quadriciel. Donc, le mot officiel qu'on entend le plus en français, c'est un quadriciel. Moi, personnellement, avec ma base québécoise, je trouve que c'est difficile d'interpréter quadriciel, ce que ça veut dire. Donc, j'aime bien l'utilisation de composantes logicielles organisées. Donc, on vous dit que c'est un ensemble cohérent de composantes logicielles structurelles qui sert à créer, je l'ai mis en jaune, les fondations, ainsi les grandes lignes ou une partie d'un logiciel. Perfect. Donc, c'est quelque chose qu'on va installer, par exemple, sur un serveur, sur une machine informatique, qui, à la base, va déjà nous donner une organisation avec des fichiers dans des dossiers de façon très précise. Donc, la plupart des frameworks, des quadriciels, sont ainsi formulés. C'est que tu installes un package sur ton ordinateur ou, dans notre cas, ça va être sur un serveur web. Puis à ce moment-là, en partant, tu as déjà des fichiers qui sont déjà composés, puis une façon d'aller écrire dans ces fichiers-là qui est vraiment très structurée. Donc, souvent, il faut prendre un bout de temps pour apprendre comment le framework fonctionne pour devenir efficace. Au début, ça semble ardu parce qu'on doit apprendre un peu comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on a appris comment ça fonctionne, ben, on devient beaucoup plus efficace. On vous dit à la fin ici, un framework est conçu en vue d'aider les programmeurs dans leur travail. Donc, au début, on a l'impression que ça ne nous aide pas parce qu'il faut apprendre un paquet de structures, il faut apprendre où sont les fichiers, comment ça fonctionne. Mais à la longue, les entreprises informatiques utilisent des frameworks comme ça pour aider les programmeurs puis créer une structure qui est vraiment là, considérée, qui permette aux développeurs de vraiment travailler ensemble dans le même but d'arriver à un produit final. Perfect. Donc, si on regarde les frameworks à base de JavaScript, comme on va utiliser, il y en existe plusieurs sur le marché. Nous autres, on va utiliser celui d'Angular. Donc, ça a été suggéré, on a décidé d'utiliser Angular en département. Ce n'est pas ma décision à moi. C'est l'ensemble des professeurs qu'on a décidé qu'Angular, ce serait une bonne idée. Parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises dans la région qui utilisent Angular. Mais mettons les plus populaires aussi sur le marché. Il y a React qui est très populaire, qui est très utilisé, qui est à base de JavaScript pur, avec du HTML et du CSS. Puis il y a Vue, qu'on entend souvent parler aussi, qui est à base de JavaScript aussi. Donc, nous autres, on va utiliser Angular, qui donne JavaScript en bout de ligne, mais qui utilise une autre façon de nommer les choses qui s'appelle le TypeScript. Pour la section 3, ben, on parle d'application web monopage. Donc, la première partie du cours, je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Vous avez vu qu'une application web monopage, c'est le squelette que je vous ai montré en passant qui est disponible dans les notes de cours. Je vous donne mes pages si jamais ça peut vous intéresser de le faire fonctionner sur votre serveur web. Mais c'est une application web accessible via une page unique. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, une page unique, c'est ce que vous allez avoir de besoin pour faire une application web monopage. C'est toujours la même page qui est dans le navigateur. Quand on clique sur des liens ou sur des boutons, c'est la même page qui reste là, mais il y a des parties de la page qui vont changer. Donc, on va utiliser le framework Angular qui, à la base, est une application web monopage. C'est une page de base, puis quand on fait des clics, quand on va chercher d'autres éléments, il y a des contenus de cette page-là qui changent, mais c'est toujours la même page qui est, dans le fond, la page principale. Donc, soit l'ensemble des éléments de l'application est chargé, contenu, image, CSS, JavaScript, ça, c'est la première façon de faire du monopage, ou de toute façon, il y a des ressources nécessaires qui sont récupérées pour les afficher dynamiquement en fonction des actions de l'utilisateur. Donc, si on regarde, ben, il y a un beau petit dessin ici qui permet de comprendre c'est quoi une application monopage. Donc, Single Page Application, c'est que vous avez le navigateur ici, puis vous avez des différents modules, okay, qu'on va appeler dans Angular des components, des composantes en français. Des composantes, c'est que vous allez décider qu'il y a des petites composantes dans votre page web qui vont pouvoir être interchangées
selon les actions que l'utilisateur va faire sur la page web. Donc, dans le démo que je vous ai fait en début de cours, c'était tout simplement un dossier qui s'appelle squelette. Puis dans le dossier squelette, il y avait une page d'accueil qui était l'index.php. Puis cette page-là restait toujours dans le navigateur. OK? Par contre, si l'utilisateur cliquait sur des liens dans le menu, par exemple, il y a d'autres pages qui étaient intégrées comme des composantes qui venaient s'insérer dans la page principale. Donc, c'est ce qu'il faut retenir dans vos propres mots, un petit peu pour faire une single page application. Dans la section 4, on vous présente Angular. Angular, qui est le framework, qui est l'environnement de travail qu'on va utiliser pour la partie front-end. Vers l'infini et plus loin encore. Donc, Angular, ça a été développé par Google, qui est encore mis à jour régulièrement par Google aujourd'hui. Angular, c'est un framework open source écrit en JavaScript. Ça, c'est important, je l'ai mis en jaune, qui permet la création d'applications web et particulièrement ce qu'on appelle des single-page applications. C'est ce qu'on vient de voir et qu'on a vu au début du cours. Des applications web accessibles via une seule page unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur puis d'éviter les changements de page répétitifs. Le framework est basé sur une architecture de type MVC, c'est-à-dire modèle vue contrôleur, et permet donc de séparer les données, le visuel, puis les actions pour une meilleure gestion de responsabilité. C'est un type d'architecture qui a largement fait ses preuves dans les dernières années, qui permet une forte maintenabilité puis une amélioration du travail collaboratif. Donc, en informatique, c'est important. On est rarement une seule personne à travailler sur une application. Souvent, on est une équipe qui va travailler sur une application. Le fait d'utiliser un framework comme Angular, qui est connu de tous les membres de l'équipe, permet de répartir les tâches et d'être plus efficace. Donc, si on regarde à Angular, ça a commencé par Angular, Angular 2+, Angular version 2 et plus, etc., etc. Nous, ce qu'on va utiliser, ça va être approximativement la version 9 ou 10 d'Angular. En tout cas, c'est une des dernières qui est sur le marché. C'est basé à la source de TypeScript. TypeScript qui a été inventé par les gens chez Microsoft, puis l'équipe de Google qui a fabriqué à construire Angular et toutes ses versions. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le TypeScript qui avait été inventé par des gens qui travaillaient chez Microsoft pour créer le framework Angular. Donc, au début, vous aviez AngularJS, mais maintenant, on parle seulement d'Angular. Vous avez le petit logo d'Angular qui est là. Puis, vous avez ici, désolé pour le changement, vous avez ce que ça va donner. Donc, quand vous allez installer Angular, vous allez avoir un dossier qui va être probablement au nom de votre projet. Puis, vous allez avoir un paquet de dossiers à l'intérieur, puis un paquet de fichiers sources. Vous allez avoir des dossiers d'environnement, puis vous allez avoir des fichiers aussi qui vont contenir les fameuses composantes ou les components, comme on dit en bon français, québécois, anglais. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Vous allez l'installer, puis vous allez voir une architecture. Avant même que vous ayez écrit une ligne de code, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de fichiers dans des dossiers bien structurés qui vont vous permettre de travailler sur cette application-là. Perfect. Donc, je vous donne le résultat. Normalement, quand vous installez Angular, ça devrait donner une page qui ressemble à ça. Vous n'avez même pas encore écrit une ligne de code, puis déjà, vous avez un ensemble, une page d'accueil qui va vous permettre d'aller travailler dans les fichiers, différents fichiers sources pour modifier, évidemment, l'apparence de cette page-là. Qu'on parle d'une single page application. Donc, pourquoi on va utiliser Angular? Je vais me répéter un petit peu parce qu'il y a plusieurs frameworks JavaScript qui existent. On a parlé de Vue, de React, etc. Mais entre autres, celui-là, React, Vue notamment, c'est qui est extrêmement bien fréquenté. Ça veut dire Angular présente également un niveau de difficulté légèrement supérieur. Parce qu'il y a d'autres types, comme par exemple React, qui utilisent du JavaScript pur ou un mélange de JavaScript HTML, comme React. Nous autres, on va utiliser plutôt le TypeScript, qui est un niveau supérieur, mais qui va donner comme résultat du JavaScript. Angular, c'est géré par Google, donc il y a des bonnes chances que ça reste longtemps sur le marché, parce que Google a une part importante sur le marché. Puis, il dirige un petit peu les recherches et tout ce qui se fait sur le monde de l'informatique. Donc, c'est un gros nom. Donc, il y a des chances que
que ce langage-là survive longtemps, puis ce framework-là survive quand même assez longtemps. Le TypeScript, c'est un langage de développement beaucoup plus stable, rapide, facile. Les frameworks Ionic qu'il y a à l'intérieur d'Angular, ben, c'est un framework permettant le développement d'applications mobiles, multiplateformes, à partir d'une seule base de code. Donc, pas obligé de faire 2-3 versions pour téléphone, pour tablette, pour ordinateur. Donc, normalement, ça devrait fonctionner sur à peu près toutes les plateformes. Les autres frameworks sont bons aussi, mais il a fallu faire un choix, puis on a choisi Angular dans le cadre de ce cours. La section 5. La section 5, ben, elle va vraiment se faire dans le cadre du TP3. Donc, si je regarde ici, on vous dit le TP3 va vous permettre d'installer tous les outils. Parce que Angular, ce n'est pas juste installer puis ça fonctionne. Il faut quand même installer des outils pour utiliser Angular sur votre serveur web. En plus, nous autres, dans le cadre de notre cours, on a un serveur web sous Linux qui est Apache. On utilise aussi du code PHP, une base de données MySQL. Donc, il va falloir faire quelques petites installations sur notre serveur web pour que ça fonctionne. Il va falloir créer un premier projet Angular, puis peut-être faire une petite modification pour la première semaine, juste pour vous donner le goût. Peut-être pas le goût, j'exagère un petit peu. Mais vous montrer un petit peu à quoi va ressembler le travail dans un framework comme Angular. Donc, vous avez un exemple ici, là, que Angular, qu'on va l'installer sur notre serveur, j'ai mis un petit imprimé écran qui nous permet de voir qu'il y a une partie du serveur web qui va rouler constamment pour faire fonctionner notre site web avec Angular. Donc, par exemple, dans un terminal ici, j'ai lancé une espèce de compilation, de génération. Il ne faut pas dire compilation dans le cas d'Angular. Ce n'est pas du langage compilé, mais c'est du langage qui est généré. Donc, on va générer un projet Angular qui va être capable de mettre à jour constamment notre navigateur web. Donc, le TP3 va nous permettre d'établir toutes ces étapes-là en arrivant jusqu'à un fonctionnement d'Angular. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous ai mis ici en fin de PowerPoint toutes les références que j'ai utilisées parce que je dois vous le dire, c'est difficile quand même d'installer Angular si on n'a pas de notion sur un serveur Apache sous Linux, puis en utilisant aussi PHP et MySQL. Ce n'est pas commun toujours, donc il faut vraiment avoir des bonnes références pour réussir à faire toutes ces installations-là. Donc, pour la suite, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais faire un exemple concret. Dans le TP3, vous devez suivre étape par étape tout ce qu'il y a dans le TP3. Si vous ne dérogez pas de ce qu'il y a décrit dans le TP3, normalement, vous devriez arriver à la fin du TP3 avec une application que vous allez pouvoir modifier. Puis, je vais vous corriger, puis je vais vous donner vos points si vous êtes rendu jusqu'à l'étape finale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. En terminant le cours, je vous fais une petite démonstration de ce que ça va donner dans notre serveur web Linux Ubuntu avec Apache et PHP d'installer. Pour la dernière partie aujourd'hui, je vous présente le TP3. Le TP3, si vous le faites, comme je viens de l'expliquer, de façon vraiment, là, comme dirait le gouvernement, docile. Ainsi ai-je parlé. Si vous suivez toutes les étapes qu'il y a là, ça va vous permettre d'installer tous les outils nécessaires pour utiliser Angular, installer Angular et le faire fonctionner. Je vous avertis, si vous allez sur des sites web, vous essayez de faire l'installation qui est prévue sur certains sites web, ça ne fonctionnera pas toujours parce qu'on est dans un environnement particulier. On est sur un serveur Linux, Ubuntu. En plus de ça, on utilise Apache comme serveur de base, puis on utilise un peu de PHP pour faire la partie back-end de notre site web. Donc, suivez vraiment toutes les étapes qui sont là. Ce n'est pas un copier-coller d'un site web. Je suis obligé de prendre des informations à gauche, à droite, un peu partout sur le net pour réussir à trouver la recette idéale pour notre installation. Donc, si vous regardez la première partie, c'est d'installer les outils utilisés pour Angular. Donc, Angular, comme je vous disais, on ne peut pas l'installer, copier-coller, puis c'est terminé. Non, ça prend une préparation de la machine, du serveur, pour faire fonctionner notre code Angular. C'est-à-dire, l'Angular, c'est un langage qui est généré. Donc, il faut avoir tous les outils nécessaires pour générer. Première des choses, c'est nécessaire d'avoir Node.js d'installer sur notre serveur pour générer notre code Angular qui va résulter en du JavaScript. Donc, Node.js est très important d'être installé sur la machine. En installant Node.js, il faut aussi installer
NPM qui va être installé sur la machine, qui va nous permettre de créer des lignes de code, puis utiliser, par exemple, notre Angular en ligne de code dans un terminal. On va pouvoir utiliser certaines commandes qui vont nous permettre de générer notre projet Angular. Donc, souvent, il y a des packages qui permettent, excusez le mot anglicisme, le mot, je pourrais dire, des paquets de Node.js qui vont installer en même temps NPM. Ces deux outils-là vont nous permettre de faire du Angular. Donc, on dit Node.js, ici, c'est une plateforme basée sur un moteur d'exécution JavaScript de Chrome pour créer facilement des applications réseau rapides et évolutives. Donc, ça va être un peu l'équivalent de notre Apache, mais qui va être un moteur d'exécution JavaScript. Par défaut, notre Apache ne va pas générer du langage JavaScript. Donc, ça nous prend absolument Node.js pour générer du code JavaScript. Donc, c'est absolument nécessaire sur notre machine. Donc, on va utiliser la version LTS qui va nous permettre de faire un petit peu là, de commandes en mode terminal pour installer le tout puis faire rouler le tout. Donc, la première commande que je vous demande d'écrire dans un terminal, vous avez juste à suivre chacune des informations qui est dans le TP3. Donc, c'est l'installation de curl. Probablement que curl va déjà être installé sur votre machine, mais au cas où, je vous demande de quand même faire la ligne de code. Si vous regardez le résultat, moi, ça m'a donné que curl était déjà pas mal installé sur ma machine, donc ça n'a pas installé beaucoup de packages. La ligne suivante va nous permettre d'aller chercher la version 14 de Node.js. Donc, vous faites tout simplement la ligne qui est là au complet. Ça va aller chercher normalement, si vous avez une connexion Internet, puis ça fonctionne pour l'installation des packages, des petits paquets, donc les mises à jour et tout ça. Donc, il va aller chercher la version 14 quelque chose disponible sur la source de Node.js. Donc, ces deux premières lignes-là sont très importantes. Partout dans le laboratoire, je vous ai mis des petits imprimés écran pour vous montrer ce que ça pourrait donner si ça fonctionne comme prévu. Perfect. Ensuite de ça, on peut installer Node.js avec une autre ligne de code. Souvent, il faut attendre quelques minutes que l'installation soit faite de la première partie. Ensuite de ça, vous utilisez la petite commande install-y Node.js. Donc, il va y avoir une installation qui va se faire. Je vous ai mis un imprimé écran, encore une fois, des packages qui vont être installés et qui vont arriver sur votre machine, sur votre serveur. Perfect. Ensuite de ça, vous pourriez peut-être vérifier quelle version vous avez de Node.js puis de NPM. Donc, j'ai mis les petites lignes de commande en mode terminal, Node-V, puis NPM-V pour voir les versions. Donc, vous avez un imprimé écran, encore une fois, de quelles versions ont été installées sur ma machine. Ensuite de ça, il faudra installer le CLI d'Angular. Le CLI d'Angular, ça va nous permettre, comme je le disais plus haut, d'utiliser un terminal pour générer le code Angular. Okay? Donc, générer le JavaScript correspondant à notre projet Angular. Donc, dans nos fichiers, vous allez voir, ce n'est pas nécessairement toujours du JavaScript qui est écrit. On peut écrire du JavaScript, ça va être compris, c'est sûr et certain. Mais on peut écrire aussi du TypeScript qui va faire en sorte que chacun des composantes de notre Angular va être interprété, va être surtout, je devrais dire, généré pour donner du JavaScript en bout de route. Perfect. Donc, on va forcer l'installation parce que sous Linux, ce n'était pas évident avec notre serveur web d'installer Angular. Donc, il faut forcer l'installation. C'est pour ça qu'il va y avoir quelques warnings et quelques petits messages qui vont apparaître pendant l'installation. Donc, vous avez la ligne complète en mode terminal ici pour installer Angular CLI. Ensuite de ça, on peut vérifier la version d'Angular. Je vous ai mis la commande ici pour vérifier la version d'Angular. Dans mon cas, ça a installé la version d'Angular 11.2.2. Dans le cours précédent, je vous avais parlé de 9.10, mais si on regarde ici le résultat, c'est la version 11.2.2 d'Angular CLI qui est installée, avec Node qui est installé aussi 14.16.0. Puis vous avez les différents éléments que vous allez pouvoir, qui vont être installés automatiquement. Vous allez pouvoir voir la structure de tout ça. Donc, j'ai marqué « Félicitations, Angular CLI est installé ». Partie 2, on va commencer par créer un projet Angular. Une fois qu'Angular est installé, notre machine ne va pas changer. Là. Visuellement, c'est quelque chose qu'on va faire tourner sur notre machine qui va nous permettre de créer un projet Angular.
Donc, on vous suggère de vous déplacer dans le dossier web de votre serveur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que mes pages web de base sont dans le dossier var, dans le dossier MERS. Votre machine, je vous indique ici, c'est probablement différent. Donc, tout dépendant comment vous avez configuré Apache. Moi, c'est dans le dossier var et dans le dossier MERS. C'est là que j'ai mis la racine de mon site web. Donc, je vais me déplacer à cet endroit-là dans mon terminal. Puis, dans l'exemple que j'ai mis dans le laboratoire, c'est que sur un site web, il nous suggérait de se créer un dossier pour mettre nos projets Angular. Donc, moi, j'ai créé un dossier voiture. Puis ensuite de ça, en créant en général le projet Angular, ça l'a créé un autre dossier voiture. Donc, j'ai mis un dossier voiture dans un dossier voiture. C'est un peu inutile. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ici en commentaire. Ce n'est pas nécessaire. L'installation devrait créer un dossier. Dans mon exemple, j'ai créé un en double. Run. Dans mon cas, étant donné que j'ai créé un dossier voiture à l'intérieur d'un dossier voiture, j'ai dû me déplacer par la suite avec un CD voiture dans mon dossier voiture. Mais si vous ne voulez pas le faire en double, ces deux lignes-là ne sont pas nécessaires. Une fois que vous êtes déplacé dans votre dossier voiture, bien, il faut installer l'application qui permet de créer le projet. Donc, c'est la commande ng new qui va nous permettre de créer un projet. Donc, on peut, par exemple, soit envoyer ng new avec le nom de notre projet. Ça va générer notre projet. Par contre, on peut ajouter certains éléments, certains paramètres à notre commande ng new pour lui dire, par exemple, quel type de CSS on veut utiliser. Comme dans la plupart des projets que j'ai rencontrés, c'est qu'on utilisait du SCSS qui permet de faire du CSS et d'autres commandes aussi, qui est une espèce de CSS amélioré, augmenté. On peut utiliser le - routing aussi, qui va générer des modules qui vont nous être utiles un petit peu plus tard dans le projet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous vous êtes placé dans le terminal à l'endroit où vous voulez créer votre projet, donc je vous suggère dans votre dossier web, vous faites tout simplement la commande suivante qui va générer votre projet. Puis elle va générer tous les fichiers concernant votre nouveau projet. Dans mon cas, c'est un projet voiture avec un S. Donc, je génère un projet voiture. Vous allez voir dans mon petit imprimé écran ici, là, ça va générer un paquet de fichiers, puis un paquet de dossiers, puis ça va générer votre projet au complet. Une fois que ça c'est fait, que vous remplacez évidemment le mot voiture ici par le nom de votre projet. Mettons, vous faites un projet sur les boissons gazeuses, bien, ça pourrait être New Boisson avec le reste du code qui est là. Donc, moi, dans mon cas, j'ai fait comme si je faisais un projet sur les voitures. Perfect. Ensuite de ça, il faut naviguer dans le dossier du projet. Donc, il faut se rendre, comme moi, dans mon cas, c'était dans voiture. J'avais 2 dossiers voiture, donc je me suis dirigé dans mon dossier voiture. Puis ensuite de ça, il faut comme démarrer notre serveur pour qu'il soit ouvert pour faire en sorte que notre projet fonctionne. Donc, la ligne de commande qui est là, ng serve, ça serait suffisant. Par contre, en ajoutant - open par 4500, en plus, c'est que ça va ouvrir notre projet, ça va nous ouvrir un navigateur pour voir le résultat. Donc, ça va prendre un petit bout de temps. N'oubliez pas que cette fenêtre-là du terminal va devoir constamment rouler. Il faut absolument que le ng serve, c'est le serveur qui va nous permettre de générer notre projet. Il faut absolument qu'il soit toujours en fonction. Donc, il ne faut pas fermer notre navigateur à cet endroit-là. Donc, je vous dis que ça peut prendre un certain temps. Ça va prendre quelques secondes, sinon 1 ou 2 minutes, selon la vitesse de votre machine. Puis, à un moment donné, ça va être généré. Ça va marquer « Compiled successfully ». Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Ça va marquer « Compiled successfully ». Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné. Puis, si vous avez utilisé le petit - open, - par 4500, il va vous ouvrir un navigateur localhost 4500 au port 4500. Vous allez voir le résultat de la génération du JavaScript qui permet de faire votre projet Angular. La fameuse Single Page Application, c'est ce qui va apparaître ici. Perfect. Donc, ça veut dire que si ça fonctionne, à cette adresse-là, dans votre navigateur, vous allez être capable de voir le projet. Donc, vous pouvez laisser le terminal ouvert. Si vous fermez le terminal,
le code JavaScript ne sera plus créé. Donc, vous ne pourrez pas faire de modifications dans votre page. Ensuite de ça, dernière partie du projet, je vous demande de faire une petite modification dans votre projet. Pour ce faire, au lieu d'utiliser le fameux Gedit, je vous suggère fortement d'installer Visual Studio Code pour Ubuntu, VS Code, à cette adresse-là. Vous allez pouvoir installer la partie pour Linux, puis vous faites tout simplement l'installer. Pour ouvrir Visual Code Studio en mode administrateur sous Linux, je vous ai mis la commande ici qui permet d'ouvrir Visual Code Studio. Visual Studio Code, désolé. Pour l'ouvrir en mode administrateur, pour être capable d'enregistrer nos fichiers, d'enregistrer nos dossiers, puis de faire des modifications à notre projet. Ensuite de ça, je vous demande d'aller ouvrir le dossier qui contient votre projet Angular. Dans mon cas, c'est un projet voiture. Donc, vous allez voir toute l'arborescence des dossiers et des fichiers à l'intérieur qui permettent de faire mon projet Angular. Je vais pouvoir cliquer. Je ne vous demande pas de comprendre toute l'arborescence qui est là. On a plusieurs semaines pour apprendre comment fonctionne Angular. Pour la première fois, je vous demande juste d'aller dans le dossier source, dans le dossier APP. Vous allez aller modifier le fichier appcomponent.ts. Je répète, appcomponent.ts. Vous l'avez dans l'imprimé écran qui est là. Vous avez le nom du projet qui va apparaître. Dans mon cas, c'était voiture. Donc, pour montrer que je suis capable d'aller modifier mon projet, je vais tout simplement aller changer le mot voiture pour le mot voiture de Mers. Dans votre cas, je vous demande d'aller ajouter votre nom, votre prénom ici, à la suite de votre projet, pour me montrer que vous avez réussi à modifier votre projet. Une fois que j'ai modifié cette petite ligne-là, qui est le title du projet, enregistrez tout simplement votre fichier dans File, puis Save. Ça va enregistrer votre dossier, pas votre dossier, mais votre fichier, qui est d'un fichier de type TypeScript, un .ts. Puis ensuite de ça, une fois que vous l'avez enregistré, vous allez voir, allez-vous-en dans votre navigateur, même si vous ne faites pas un refresh, vous allez voir, le titre de votre page va changer. Ça va devenir, ici dans mon cas, c'est devenu, j'ai mis une petite flèche, voiture de Mers. Donc, ça a fonctionné. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, on va faire une petite démonstration. Ici, sur mon serveur, je me connecte à mon serveur. OK. Première des choses, je vais vérifier si mes pages web fonctionnent toujours. Donc, si le serveur que j'ai fait dans les semaines précédentes est toujours en fonction. Donc, dans mon navigateur ici, je me suis mis des marque-pages pour que ça aille un peu plus rapidement. Je vais essayer une bonne vieille commande, une bonne vieille page PHP. Oui, ça fonctionne toujours. Donc, mon PHP fonctionne toujours. Mon serveur est effectif à mon adresse locale host ou 127.0.0.1. C'est la même chose. Donc, mon serveur fonctionne. Donc, je vais y aller pour mon projet Angular. Imaginez que j'ai tout installé, ce qu'on voit dans les notes de cours. Donc, dans mon terminal, ce que je vais faire ici, je vais me déplacer dans mon dossier où j'ai fait mon projet Angular. Donc, c'est dans le dossier var, dossier mers. Ensuite de ça, dans le dossier voiture. Comme ça. Avant, je vais aller voir si c'est le bon dossier. Donc, à la racine de mon ordinateur, de ma machine Ubuntu, je devrais dire plutôt. Je vais aller voir dans var, dans mon dossier mers. Je vois ici que j'ai un dossier voiture avec tout mon projet qui a été généré avec les dossiers correspondants. Donc, je devrais être capable, avec un terminal, d'aller me positionner à cet endroit-là si je ne fais pas d'erreur de frappe, CD. Je vais dans mon dossier var. Je vais dans mon dossier mers. Ensuite de ça, je vais dans le dossier voiture avec un S. Donc, je devrais me positionner au bon endroit pour faire rouler mon générateur de code JavaScript. Donc, une fois rendu là, si vous regardez dans les notes de cours, je vais aller chercher la commande qui va me permettre de générer mon navigateur comme ça. Donc, je vais faire un ngserve. Donc, le ngserve, dans ma machine virtuelle ici, je vais tout simplement coller le code et je vais démarrer, dans le fond, mon générateur de code JavaScript qui va rouler sur ma machine. Ça prend quelques secondes à démarrer.
Donc, on voit ici qu'il a généré ma machine. Puis, en même temps, il a ouvert dans mon navigateur mon onglet voiture. Pas mon onglet, mon onglet voiture, qui est ici, là, tout simplement, qui est mon projet Angular. Voiture de Mers, ici. Vous voyez apparaître comme dans les notes de cours. Donc, je vais faire la petite démonstration. Je vais aller dans un nouveau, si on va voir dans l'ancien, on voit ici cette fenêtre-là, c'est important de ne pas la fermer parce que ça permet de générer continuellement le code JavaScript si jamais il est modifié. Donc, ce que je vais faire, je vais m'ouvrir un nouveau terminal, puis je vais venir ici ouvrir ici Visual Studio Code en mode administrateur pour être capable d'aller modifier ce que j'ai besoin de faire. Bravo, j'ai copié le signe de $. Je ne sais pas si ça va vous arriver en copiant. C'est ce qui arrive quand on fait du couper-copier. Donc, je me reprends. Donc, j'ai maintenant Visual Studio Code d'ouvert dans ma machine Ubuntu. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement aller ouvrir votre dossier. Là, il est déjà ouvert, mais je le fais quand même une deuxième fois. Je vais à la racine de mon Ubuntu. Je vais aller dans var. Ensuite de ça, dans mers. Ensuite de ça, dans voiture. J'ouvre mon dossier voiture. Donc, vous voyez l'arborescence ici qui apparaît à gauche. Je pourrais peut-être l'agrandir pour l'instant ici, comme ça. Donc, vous voyez dans Visual Studio Code, j'ai toute l'arborescence de mon projet qui a été générée. Donc, ce qui est important, c'est d'aller dans Source, dans APP. Dans APP, vous avez ici appcomponent.ts pour TypeScript. Donc, je viens cliquer là-dessus. Vous allez voir ici, vous avez voiture de Mers. Puis, je vais rajouter quelque chose pour le fun. Mettons, quelque chose pour le fun. Point d'exclamation. Donc, ce que je vais faire, regardez, je clique sur File ici. Si on regarde mon navigateur présentement, là, c'est voiture de Mers. Regardez comme il faut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon terminal. Ici. Non, pas dans ce terminal-là. Je vais aller tout simplement dans Visual Studio Code. Je vais aller cliquer sur Enregistrer mon fichier. Save. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais essayer de faire ça vite. Save. Je reviens à mon navigateur. 1, 2, 3. Magie. Il a été rechargé. Puis regardez le titre changé. Voiture de Mers, quelque chose pour le fun. Donc, ça a fonctionné. Vous avez vu qu'en modifiant le code d'origine de mon Angular, le code dans mon navigateur a été modifié automatiquement. Dernière petite chose que je peux vous montrer ici, c'est que vous demandez sûrement, c'est-tu tous des fichiers TypeScript? Non, il y a des fichiers HTML dans l'arborescence ici. Il y a des fichiers CSS. Puis si vous allez, par exemple, ici, dans le code source ici, donc vous allez voir un fichier index.html qui est comme dans à peu près tous les sites web, qui est la page d'accueil. Donc le index.html qui est ici, vraiment va contenir les components, comme ici le component entre body/body. C'est la partie principale ici qui va appeler toutes les components qui sont là, toutes les composantes qui sont là pour faire afficher le contenu de la page web. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une single page application. C'est une page principale qui est index.html. Puis on va venir placer des composantes, des components ici pour afficher le contenu de la page web. Perfect. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça termine la partie TP3 qui est à faire. Donc, suivez les étapes une à une. Si vous avez des problèmes, envoyez-moi des messages, soit par Mio ou soit par Léa. Vous pouvez aussi venir sur Team, m'envoyer des messages ou venir pendant les heures de laboratoire me poser des questions sur Team. Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Donc, je vais prendre un petit 5 minutes à la fin pour vous parler de la semaine prochaine, examen. Donc, la semaine prochaine, c'est le premier examen.
Donc, je vais prendre un petit 5 minutes pour vous parler de ce qu'il va y avoir à l'examen et comment ça va se passer. Pour terminer, la semaine prochaine, lundi, 10 h du matin, il va y avoir un examen. Donc, c'est important de vous préparer pour l'examen. L'examen va avoir lieu en ligne. Donc, ça va être de façon synchrone, c'est-à-dire que ça va être en direct. Donc, je vous rappelle la date de l'examen. Ça va être lundi, le 8 mars à 10 h. Je répète, lundi, le 8 mars à 10 h. Donc, l'examen, vous allez avoir 2 heures pour faire l'examen en ligne. Ce qui va arriver, c'est qu'à 10 h ou 10 h 02, je vais vous envoyer l'examen au format Word par Mio. Vous allez recevoir l'examen. Vous allez avoir 2 heures pour faire l'examen à la maison. Pour faire l'examen à la maison, vous allez avoir droit de consulter toutes vos notes de cours. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous allez pouvoir consulter vos notes de cours. Par contre, là, normalement, vous n'avez pas le droit de consulter un collègue ou des choses comme ça. Normalement, vous devriez ouvrir votre caméra parce que je vais enregistrer l'examen sur Teams. Donc, ça va avoir lieu sur Teams. Vous présentez sur Teams, vous ouvrez votre caméra, vous pouvez laisser votre micro fermé à moins que vous ayez des questions. Je vais vous envoyer par Mio l'examen au format Word. Les questions qu'il va y avoir dans l'examen, bien évidemment, ça va être sur les 5 premières semaines de cours. L'examen compte pour 25 %. Donc, ça va être surtout des questions théoriques. J'ai l'habitude, étant donné que c'est un examen en ligne, je vous donne le droit de consulter vos notes de cours. Donc, vous allez avoir vraiment des vrais ou faux, des questions à choix de réponse. Les notes de cours ne seront peut-être même pas nécessaires. La plupart des gens qui ont écouté les cours des 5 premières semaines vont probablement être capables de répondre sans consulter leurs notes de cours. Il va y avoir aussi un petit peu de code à écrire. Donc, ceux qui ont fait leur laboratoire, ça peut vous servir parce que vous allez avoir un petit peu de code à écrire dans l'examen pour me montrer que vous avez compris un petit peu comment fonctionnait le serveur Apache, comment fonctionnait aussi PHP. Donc, c'est sûr que la partie code de l'examen, je vous le dis, la question, là, ça va être d'écrire un petit peu de code PHP, probablement créer un cookie, probablement une variable session, puis probablement aller écrire soit dans un fichier ou dans une base de données. Donc, une de ces choses-là. Donc, ça va être la question la plus difficile de l'examen. Vous allez avoir un peu de code à m'écrire pour voir si vous êtes capable de vous débrouiller, d'écrire du code PHP. Donc, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Vous allez avoir le droit à vos notes de cours. Puis, vous allez avoir des questions plutôt théoriques sur la semaine numéro 1, là, le fameux cours de philosophie que j'ai fait sur les architectures, modèle vue contrôleur, client-serveur, modèle N-tiers, vocabulaire informatique. Quelques questions théoriques, évidemment, sur Apache. Je n'ai pas le choix. Quelques questions aussi sur PHP. Quelques questions sur les bases de données. Puis ensuite de ça, peut-être quelques questions, pas beaucoup, juste quelques questions sur Angular puis la partie que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous avez fait vos laboratoires, vous allez être prêt pour l'examen. Sinon, je vous suggère fortement de vous préparer pour l'examen. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous rappelle, lundi, le 8 mars, 10 h du matin, ça va être l'examen numéro 1 qui va avoir lieu en ligne. Je vous demande d'ouvrir votre caméra sur Teams, puis je vais vous envoyer l'examen aux alentours de 10 h. Vous allez avoir maximum jusqu'à midi pour faire l'examen. S'il y en a qui ont besoin de plus de temps, je vais m'arranger pour que l'examen soit vraiment pas long. Si pendant l'examen, il y a des gens qui font affaire avec les services du cégep pour avoir un petit peu plus de temps, vous avez peur de manquer de temps, ceux qui m'ont déjà eu comme prof, vous devriez savoir que mes examens habituellement ne sont pas très longs. Mais si jamais vous avez peur de manquer de temps, vous m'enverrez un message pendant l'examen, puis ça ne me dérangera pas de vous donner un petit peu plus de temps pour l'examen. C'est prévu comme ça. Le but, ce n'est pas de vous stresser pour l'examen. Normalement, vous devriez avoir assez de temps. Sinon, ceux qui font affaire avec le service du cégep qui vous permet d'avoir un petit peu plus de temps, je vais vous en donner. Il n'y a aucun problème pour ça. Je ne veux pas vous stresser avec ça. Donc, si vous avez des questions avant l'examen, n'hésitez pas à venir sur les heures de lab ou m'envoyer un Mio ou un message dans Teams. Donc, merci. Bonne semaine à tous. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.